Donc, bonjour à tous, je m'appelle Almé Guirao, je vais essayer de vous parler, je vais vous parler de mon expérience entrepreneuriale en tant que femme dans le digital. La slide a commencé. Donc je vais essayer d'être transparente le plus possible, casser un peu les codes et tout le rêve qu'il y a autour de la start-up et vous parler aussi des difficultés, en tout cas de mon expérience, d'être le plus transparente possible pour vous parler de plein de chemins différents pour devenir une entrepreneur ou un entrepreneur. Donc comme je vous le disais, je suis Alma Guirao, j'ai 30 ans. J'ai fondé ma deuxième entreprise il y a un petit peu plus d'1 an et demi maintenant. Donc il y a une partie B2B, donc purement entrepreneuriale avec les entreprises, donc un business B2B, mais j'ai aussi fondé une application mobile d'un point de vue beaucoup plus philanthropique, une vocation de femme. Donc je suis passée par les deux volets. C'est pas du tout une association, je suis vraiment dans une SAS, mais il y a une partie B2B et une entreprise et un côté beaucoup plus philanthropique et pour les femmes. Donc aujourd'hui, qui nous sommes ? J'ai recruté Tiffany Gier, qui est ma responsable commerciale, qui aujourd'hui m'accompagne depuis 8 mois maintenant dans le développement de l'entreprise, donc la partie complètement B2B. Et moi, je suis Alma Guirao. Je vais un peu vous raconter aussi mon expérience depuis le début. Donc j'ai 30 ans et à 21 ans, j'ai créé ma première entreprise qui s'appelle toujours Dessine-moi un soulier. C'était le premier site internet de personnalisation de chaussures pour femmes made in France. À l'époque, j'ai monté cette entreprise avec une amie. On est parti en fonds propres. L'aventure a duré 5 ans. Et petit retour d'expérience, je n'y suis plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Problème d'associé, problème juridique. Et j'ai dû quitter l'aventure, revendre mes parts et me remettre dans le monde du salariat. Donc petit conseil au début et maintenant pour commencer la conférence. C'est génial de monter sa boîte, mais il faut faire attention quand on la monte. Il y a une partie juridique à respecter et surtout avec qui on s'associe. J'en ai fait les frais. C'est pas grave parce que j'ai remonté une autre boîte, mais ça a été des années ensuite difficiles et j'ai eu une année de salariat dans une autre start-up d'ailleurs, avec un confort, mais je suis encore là aujourd'hui, donc j'ai décidé de remonter une autre entreprise. Aujourd'hui, je propose un service de copiétonnage pour les entreprises. L'idée, vous connaissez tous le covoiturage, j'imagine, dans la salle ? Ouais, c'est pas un concert, mais on va essayer de réagir. On n'est pas beaucoup, donc on peut y aller. Donc c'est du copiétonnage. L'idée, c'est de fédérer les collaborateurs sur des trajets à pied et en transport en commun. L'idée, c'est de ne jamais être seul après le travail, de ne pas être isolé, mais aussi d'avoir tout un pan de convivialité, de bien-être, rencontrer des collaborateurs d'âges différents, de hiérarchies différentes, fédérer les nouveaux arrivants, mais rencontrer aussi des salariés, en tout cas des collègues, d'autres entreprises voisines. Et c'est l'idée aussi de créer des nouvelles synergies. Et aussi, enfin, favoriser l'écomobilité dans les entreprises, qui est aujourd'hui un facteur clé pour les grosses entreprises des grosses métropoles françaises. À terme, c'est l'idée aussi, alors je passe parce que j'aime bien parler, l'idée aussi à terme, c'est de créer de l'alerting entre collaborateurs. L'idée, c'est de créer un peu le Waze du piéton. On ne va pas copier, mais c'est l'idée de passer des trajets à pied, en transport en commun, mais demain en vélo, en aussi se donnant des informations sur les trajets. Est-ce qu'il y a trop de monde dans les transports ? On va partir un peu plus tard. Est-ce qu'il y a une personne louche sur le trajet ? On va le signaler à ses collaborateurs. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de créer une communauté solidaire de piétons, de bikers aussi. J'ai encore un peu du mal à trouver leur nom, mais je vais bientôt le trouver, je travaille dessus. C'est aussi de fédérer tous ces collaborateurs-là et se donner des informations. Donc ça, c'est vraiment le produit B2B de mon entreprise, ce qui génère du cash aujourd'hui à mon entreprise. On a lancé le produit en avril dernier. On a déjà signé avec Vinci Énergie, Veolia, La Poste. On est en deal final avec Carrefour, la RATP et le Crédit Agricole. Donc c'est une entreprise qui commence à créer de l'attraction économique et qui commence à créer une vraie traction d'intérêt en tout cas. Donc c'est plutôt encourageant. Mais c'était pas assez. C'était pas assez, en tout cas pour moi. J'ai une vraie vocation dans la vie, c'est l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, et notamment dans les rues et dans les transports en commun. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, quotidiennement, subissent des agressions sexistes et sexuelles dans les rues, dans les transports en commun et également dans le travail. Et j'ai décidé de créer la première application mobile qui s'appelle End the Way. C'est une application mobile contre les agressions sexistes et sexuelles. L'idée, c'est lorsque j'ai été victime, je vais pouvoir alerter. On va créer une alerte géolocalisée avec son propre témoignage. Donc c'est l'idée d'un exutoire. Je vais vraiment décrire ce qui vient de se passer, parce qu'on n'en parle pas forcément à sa famille, ses amis, ou alors c'est complètement banalisé parce que c'est devenu quotidien. Et c'est l'idée de redonner la parole sur ces événements-là qui arrivent quotidiennement dans la vie des femmes. Cette alerte va être générée, va être envoyée à une communauté qui est à proximité, que j'appelle les Street Angels, et on va pouvoir amener du soutien, du réconfort, mais également des conseils ou comment aller porter plainte. Donc c'est vraiment une communauté engagée autour de ce phénomène-là.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ces données quantitatives et qualitatives, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Je vais travailler, enfin on est engagé en ce moment avec le nouveau gouvernement mis en place sur comment est-ce qu'on va interagir grâce à ces données, même si on n'a pas encore assez de recul. On a aujourd'hui des données quantitatives et qualitatives. Où est-ce que ça se passe? À quelle heure? Quels sont les types d'agressions sexistes et sexuelles? On en parle de plus en plus. Si vous lisez la presse, ça ressort de plus en plus parce que les femmes en parlent de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et on va pouvoir interagir avec eux et travailler vraiment dans le fond. Alors, est-ce que je suis un bisounours? J'ai créé un business pour faire du chiffre d'affaires, l'activité dont je vous ai parlé en premier, mais j'ai une vraie vocation d'entrepreneur aussi aujourd'hui. J'ai eu la chance de pouvoir faire une première levée de fonds, ce qui est complètement contraire à ma première activité où j'étais en fonds propres, par exemple. Si vous voulez me poser des questions sur cette activité-là en premier, ça a été plus long, plus fastidieux, mais c'est aussi intéressant. Cette nouvelle activité, j'ai voulu la créer en faisant une première levée de fonds. Donc j'ai levé 150 000 € avec des business angels qui ont investi tant sur le projet philanthropique que j'ai porté, même s'il est complètement gratuit, il n'y a pas encore de business model identifié. Mais je me vois mal aujourd'hui dire, bon, bah, sur des témoignages de femmes qui viennent d'être victimes, on va créer du chiffre d'affaires. Donc pour l'instant, c'est vraiment une activité complètement philanthropique. Par contre, il y a un vrai business. Donc j'ai décidé de créer une SAS avec une première levée de fonds de 150 000 €. Aujourd'hui, l'activité, comme elle est partie donc pour la partie B2B, va générer un chiffre d'affaires d'à peu près 200 000 € pour l'année 2017. On ne va pas être en bénéfice, on est en perte, mais c'est quand même intéressant. On a créé une vraie traction. Et en même temps, sur le produit philanthropique, on a un vrai attachement et on a une vraie conscience qui commence à naître. Donc, quand on est entrepreneur, on a deux questions qui se posent. C'est comment est-ce qu'on va répartir notre temps au quotidien? Et c'est une vraie question. Le temps, j'arrive à le répartir aujourd'hui. J'ai embauché grâce à la levée de fonds. Donc, je dis grâce parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie opportunité de lancer son activité. Moi, j'ai 30 ans aujourd'hui, faire avec des fonds propres et avoir une traction commerciale au bout de 5 ans, aujourd'hui, ce n'est pas possible pour moi. Donc, je ne sais pas quel est l'âge moyen de la salle qui souhaite en tout cas créer une entreprise aujourd'hui. Mais sachez aujourd'hui qu'il y a des business angels qui peuvent vous accompagner. Ça a été mon cas, c'était une nécessité économique dans mon quotidien, ça a été une vraie nécessité, mais également aussi des subventions. Par exemple, la BPI m'a financé mon produit B2B, donc le copiétonnage qui s'appelle Wellbeing Wall, qui est à hauteur de 30 000 €, ce qui a financé complètement mon produit. Donc il y a des choses qui existent, c'est des vrais questionnements. Mais j'avais aussi envie de témoigner sur un pan qui est très fantasmé aujourd'hui. La start-up est hyper fantasmée aujourd'hui. On est CEO d'une start-up, on est vu comme quelqu'un d'extraordinaire, alors que, honnêtement, je ne vais pas être vulgaire, mais on souffre quotidiennement. C'est pour ça que j'ai appelé ma première slide « Mes douleurs, ma passion, etc. » Je pense que ça va de pair. Aujourd'hui, c'est un vrai parcours du combattant. Il faut quand même le savoir, il ne faut pas fantasmer des étapes de vie qui vont être compliquées. J'espère que j'ai été claire par rapport à mon témoignage. Et maintenant, j'aimerais qu'on ait un débat. Et moi, j'avais une première question à vous poser. Est-ce que vous pensez que c'est une erreur de ma part de se lancer et dans un produit qui est purement commercial, donc une activité hyper commerciale qui va générer du cash pour gagner sa vie, pour faire exploser, on espère, la start-up, et aussi, d'un autre côté, avoir une vraie vision de femme avec un vrai engagement social et philanthropique. Est-ce que c'est une erreur de ma part, stratégique en termes de gestion de temps? Et je vous répondrai. C'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on ait ce débat, parce que c'est des questions que je me pose en ce moment. Ou est-ce que vous trouvez que c'est cohérent et louable? Quelle question? Non mais allez-y. Excusez-moi. Oui, sur la partie On the Way, tu es tout seul, toute seule, ou tu as réussi à créer une dynamique avec des personnes autour de toi pour la partie gestion du temps? Alors, grâce à la levée de fonds, j'ai embauché une responsable commerciale qui gère la partie B2B, même si j'y suis constamment, hein, forcément. Mais sur la partie On the Way, la stratégie, donc du coup, tu me permets de répondre à la question si on me l'avait posée. La stratégie, c'est de vraiment s'affilier à soit des associations qui sont déjà bien existantes, soit le gouvernement, et dire, bah, voilà,
aujourd'hui, And the Way, c'est porté par une start-up, mais qui a une activité commerciale aussi. Donc, c'est un engagement de femmes et philanthropique. Mais la gestion du temps est une vraie question. Et aujourd'hui, le deal, comme je l'imagine et comme j'essaye d'avancer en ce moment, c'est dire, OK, gouvernement, vous êtes bien sympa, vous aimez bien en termes de communication les petites start-up avec des femmes à la tête, parce que c'est une ligne de communication aujourd'hui, qui s'engage notamment pour le quotidien des femmes sur un sujet qui est hyper important et prédominant dans le quotidien des femmes. Mais maintenant, il faut m'aider. Et m'aider, c'est apporter des fonds, des subventions, mais du coup, et engager aussi une personne qui sera, je pense, à la tête d'In the Way. Je m'en détacherai pas, j'aurai une vision toujours sur ce projet-là parce qu'il me tient à cœur et c'est mon engagement très personnel. Mais par contre, il va falloir engager une personne qui est ultra compétente et qui pourra gérer le sujet au quotidien. Mais ça veut dire se coller, en tout cas s'affilier à des organisations existantes et qui sont déjà structurées pour quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, la stratégie, c'est un peu le détachement, même si c'est une vision globale, mais se dire on va peut-être s'attacher... s'affilier à des groupes ou des organisations hyper existantes et hyper stables, en termes même de financement, quoi. Bon, bah tant pis, je vais vous poser des questions. Hein. Oui, monsieur. Oui. Bonjour. Bonjour. En fait, je ne trouve pas que ça soit antinomique, et je dirais même que c'est complémentaire. Parce que d'un côté, vous proposez alors je ne me rappelle plus le terme. Copiétonnage. Du copiétonnage. Et en fait, vous proposez en même temps également une solution pour les personnes, les femmes qui font du copiétonnage et qui peuvent se faire agresser. Et donc du coup, je trouve que c'est complémentaire et en plus, on est complètement dans l'air du temps. Donc voilà, donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Et après, on a aussi, on peut s'intéresser à plus d'une chose dans la vie. Donc je trouve ça plutôt très intéressant et complémentaire. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que vous avez raison sur quelque chose. Pour le coup, le copiétonnage dont je vous parlais tout à l'heure, il est purement B2B aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que je vais vendre en modèle SaaS. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un modèle SaaS ? Donc, c'est un abonnement par an. Et donc, du coup, ça assure du chiffre d'affaires si on a performé. Hein. Si le produit est nul, on ne re-signe pas. Hein. Mais en tout cas, si on a performé, on va re-signer l'année d'après. Donc, c'est une récurrence de chiffre d'affaires qui est hyper intéressante. Le modèle SaaS, aujourd'hui, est en train d'exploser. Et ça assure notamment pour vos bébés, et si vous avez envie de faire une levée de fonds, d'assurer au moins 50% l'année suivante par rapport à votre chiffre d'affaires de l'année 1. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Mais là où vous avez complètement raison, vous mettez un point en tout cas hyper stratégique, c'est que ce produit B2B, donc je contractualise avec les entreprises et c'est les collaborateurs qui en font, qui utilisent l'application, c'est que j'aimerais transposer ce modèle au B2C, C2C. C'est-à-dire que vous, dans la salle, peut-être qu'un jour, citoyens, citoyennes, usagers des transports, utilisateurs de vélo, vous allez peut-être utiliser mon application que j'ai envie de transposer en C2C, B2C, avec des réseaux de transport qui vont acheter mon produit mais qui sera à destination de vous. C'est l'idée de se donner des alertes sur ces chemins, des alertes de sécurité, des alertes de bienveillance, des alertes de trafic, etc. Et donc du coup, ces alertes-là, par rapport à And the Way, se retrouvent. Et c'est vrai que là, on commence à avoir un sens. Les questionnements aujourd'hui, c'est comment est-ce que moi, demain, devant un client, j'arrive à vendre une cohérence par rapport à mon engagement philanthropique de femmes, pour les femmes et également les hommes, d'ailleurs, il y a des hommes sur mon application, mais également mon business B2B. Et vous avez raison, c'est notamment sur l'information que les gens vont s'échanger, sur ces trajets-là, dans la rue, dans les transports, sur ces alertes-là, que les gens vont s'échanger ces informations-là. Et là, il y a une cohérence de business, en tout cas une vraie cohérence de discours, en tout cas. Donc ça, c'est quand même super important. Moi, j'aimerais évoquer un autre thème avec vous aujourd'hui. Il y a des femmes dans la salle, j'espère que vous allez me soutenir, ou même les hommes. C'est la place on m'a posé la question de la place de la femme dans le digital. Alors, je suis une femme et je ne parle que le digital aujourd'hui et je propose des outils digitaux. Moi, j'ai une vraie question aujourd'hui et une interrogation, en tout cas, dans ma vie entrepreneuriale. C'est la femme aujourd'hui est ultra valorisée dans tous nos parcours entrepreneuriaux parce que, je vais être très franche, hein, je vous avais prévenu au début, je trouve on devient un peu des bêtes de foire. La start-upeuse est un élément qui va permettre à une entreprise d'être mieux valorisée, par exemple. Et je trouve qu'en ce moment, on est dans un non-sens, notamment sur ce sujet-là, sur la place de la femme dans le digital. Qu'est-ce que la place de la femme dans le digital ? Si vous me posez la question de la place de la femme dans le monde entrepreneurial, là, j'ai des choses à vous dire.
oui, messieurs, vous êtes... alors attendez, c'est quoi les chiffres? Je crois que vous êtes 70% à la tête des entreprises aujourd'hui et des startups. Oui, ça c'est vrai. Et du coup, quand on est une femme aujourd'hui, on a, je pense, des choses encore plus à montrer. Mais c'est la vérité. Parce qu'il y a toujours ce truc de « non mais attends, elle va vendre parce qu'elle a joué de ses charmes ». C'est des choses très misogynes, hein, mais c'est vraiment ça. Je trouve qu'aujourd'hui, la place de la femme dans le monde entrepreneurial doit encore plus être valorisée. Enfin, on doit se valoriser plus en tant que personne et en tant que chef d'entreprise. Ça, c'est une vérité. La place de la femme dans le digital est un non-sens pour moi. Mais je ne sais pas s'il y a des femmes dans la salle qui veulent monter leur entreprise. Non ? Bon, ben j'ai été la seule. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des choses à faire en plus, on doit prouver plus. La femme dans le digital est juste un outil pour monter son entreprise. Ça a été mon cas, mais c'est comme le cas de beaucoup de femmes. Et aujourd'hui, on me pose vraiment beaucoup la question. Et j'aimerais juste qu'on rétablisse quelque chose. C'est que c'est vrai que dans le monde entrepreneurial, il y a des choses encore plus à prouver. Mais on tend vers une amélioration et qu'il ne faut pas minoriser, en tout cas valoriser la minorité des femmes pour dire ah bah c'est sympa, on a des femmes qui montent des boîtes. Il faut vraiment rétablir les choses à une vraie forme d'égalité, que ça soit homme ou femme, on vivra les mêmes galères au quotidien quand on monte sa boîte. Voilà, j'avais envie de témoigner sur ce sujet-là aussi. Est-ce que vous voulez que je vous parle des différentes façons de créer son entreprise aujourd'hui? Est-ce que c'est des choses aussi qui vous intéressent en tant que témoignage? Vous êtes endormis, vous avez bu trop de rosé, c'est pas possible, je suis seule sur scène. Alors, je vais aussi prendre le lead là-dessus. Aujourd'hui, on a plusieurs façons de monter son entreprise. J'ai vécu les deux. Il y a plusieurs stades aussi. Ma première entreprise s'est passée également dans la joie et la bonne humeur, ça a été extraordinaire. Donc comme je vous le disais, Dessine-moi un soulier, ce site internet qui permet de créer ses chaussures sur mesure. Là, on était parti en fonds propres. Donc c'est l'idée de partir avec 10 € et de monter un site internet avec des potes, de chercher des fournisseurs et avec les premières ventes, faire appel aux fournisseurs, etc. Cette étape-là, il faut quand même savoir que ça met énormément de temps, enfin beaucoup plus de temps que si on faisait une levée de fonds, ce qui est normal. Par contre, on reste propriétaire de son entreprise beaucoup plus longtemps. Et en tout cas, on a plus de plus-value, on a plus de force pour négocier avec ses fournisseurs et pour même avoir une assise dans le monde dans lequel on va végéter, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, de toute façon en général. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important. C'est tant compliqué parce que ça met plus de temps et que le fruit de notre travail se voit au bout de quelques années. Par exemple, j'ai fait dans ma première entreprise, au bout de 3 ans, j'ai fait 200 000 € de chiffre d'affaires. Ça a mis 3 ans. 200 000 € de chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires conséquent. On était déjà en bénéfice. Donc, on oublie souvent le chiffre d'affaires par rapport au bénéfice. Le chiffre d'affaires et le résultat, c'est pas la même chose. Donc, il faut quand même en avoir conscience. Mais c'est vrai que ça a mis beaucoup plus de temps et ça a été plus fastidieux. Mon initiative, là, ça a été de se dire non, aujourd'hui j'ai 30 ans, je dois manger, je dois louer un appartement. Et du coup, c'était l'idée de passer directement avec le levée de fonds, avec des business angels. Je pense que lorsqu'on crée son entreprise au départ, l'idée de passer par des fonds d'investissement, c'est pas forcément quelque chose de très stratégique. Pourquoi? Parce qu'un fonds d'investissement va vous demander énormément de temps dans les comptes rendus, dans où est-ce que vous en êtes, pourquoi est-ce que vous ne faites pas le chiffre d'affaires que vous avez prédit, etc. Et on peut même se faire évincer parce qu'on n'a pas obtenu le chiffre d'affaires, par exemple, sur la première année, alors qu'on sait très bien que tous les business models au départ sont faux. Enfin, on est tous un peu, ce qui est normal, on est un peu à côté de la plaque parce qu'on ne connaît pas encore complètement son marché, même si on a fait une étude de marché, c'est vraiment l'usage qui permet d'eux. Et l'idée, donc sur cette deuxième entreprise qui est le copyétonnage et And The Way, c'est de se dire, ok, je pars avec une levée de fonds, j'ai 1 an pour prouver que le business model est vendable. Donc j'ai commencé l'aventure avec un PowerPoint. Avec le PowerPoint que vous avez vu, bon, il était encore plus horrible, mais un PowerPoint hyper basique sur l'offre que j'avais imaginé venir. Donc je suis allée voir Vinci Énergie, je suis allée voir Veolia, je suis allée voir plusieurs grands comptes et je leur ai expliqué où est-ce que j'avais envie d'aller et comment j'avais envie de le faire et quelle était la plus-value de mon offre, par exemple. Et on a réussi à signer des contrats avant d'avoir un produit. Mon produit est sorti 6 mois plus tard.
Ça s'appelle, on lui donne plein de noms, mais ça s'appelle juste prouver son business model. Et donc ça a été notre initiative. Et c'est ce qui a permis à mes investisseurs d'être rassurés et d'aller potentiellement plus loin avec eux. Maintenant qu'on commence à avoir une vraie traction et des vraies signatures, c'est l'idée, maintenant comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe sur une autre levée de fonds? On a prouvé le business model parce qu'on a signé déjà avec des grands comptes. Moi j'ai un vrai conseil et un vrai retour à donner là-dessus. C'est plutôt vous allez vous affronter le client et le marché avec même un PowerPoint qui peut être considéré comme minable parce qu'il n'est pas graphiquement extraordinaire. Et mieux et plus vite, vous allez vous rendre compte s'il y a un vrai marché ou s'il n'y en a pas du tout. Il ne faut pas avoir peur de ne pas avoir un produit parfait ou même pas de produit. Il faut prouver d'abord qu'il y a un vrai marché, même avec une idée et un concept. Et des gens peuvent vous suivre, il y a des gens fous partout, même dans les grands groupes, même des directeurs de l'innovation. Il faut y aller au bagou, montrer ce que vous avez envie de faire et les faire acheter le produit qui n'existe pas encore, en tout cas. Moi, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui a fonctionné. Donc évidemment, l'avenir de ma start-up est encore incertain parce que je suis dans la première année de commercialisation, mais l'attraction commence à être là, donc c'est intéressant. Et maintenant, il y a des vraies questions de, maintenant, c'est quoi l'étape d'après ? Et l'étape d'après, c'est de sortir potentiellement un produit B2C, C2C dont je viens de vous parler. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce produit-là, parce que là, je vous le dis comme ça devant quand même pas mal de personnes et je l'expose pour la deuxième fois. Donc c'est intéressant d'avoir vos retours si vous en avez, bien évidemment. Et l'idée après, c'est de se dire comment est-ce qu'on va concrétiser. Vu que je suis un modèle de start-up qui a commencé avec une levée de fonds, pour l'instant, je ne peux pas me passer de fonds. Parce que ça ne va jamais assez vite, en tout cas pour la première année. On va pouvoir commencer à trouver un vrai rendement la première année, mais la première année, il faut vraiment pas être naïf. Donc l'idée, là, c'est de se dire, lever encore un peu de sous pour accélérer, trouver et en tout cas attaquer plus de grands comptes et faire une prospection commerciale beaucoup plus large. Ce qui aujourd'hui n'est pas possible parce qu'aujourd'hui, on est 3. Donc j'ai ma responsable commerciale, j'ai un CTO qui vient de nous rejoindre et moi. Donc on parlait de la gestion de temps qui est hyper importante. Aujourd'hui, la gestion de temps, elle se fait jour après jour. Mais voilà, maintenant, il faut passer à l'étape supérieure, quoi. Vous avez des réactions? J'aurais dû arriver à 10h. Ah non, monsieur, merci. J'ai une première question par rapport à la remarque précédente sur la place des femmes dans le digital, qui m'intéresse vachement. Moi, je travaille chez Blablacar et mon job, bonjour. Mon job, c'est de travailler dans l'équipe design. Et je trouve que la question sur la place de la femme dans l'entrepreneuriat, il est vachement lié aussi même dans la place des femmes dans les startups, qui est extrêmement plus réduite que la place de l'homme. Et dans mon job à moi, qui est de recruter des gens qui vont designer le produit qui est utilisé par une diversité extrêmement large d'utilisateurs, donc beaucoup de femmes, mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas avoir que des hommes qui vont designer ce produit-là. Il faut qu'on ait quelqu'un qui ait la sensibilité de tout ce qui se passe et de comprendre des choses que moi je ne comprendrais pas, par exemple. La vérité, c'est que c'est extrêmement difficile d'en trouver et que sur les deux dernières années, on a recruté 2 femmes pour 6 mecs. Donc, et ma question, c'est comment on arrive à en trouver plus. J'ai un avis profond qui est, je pense qu'on a un problème de sourcing, qui est la façon dont on recrute, c'est les gens qui nous ressemblent. Donc il faut changer la façon dont on pense le sourcing des candidats. Mais même en faisant ça, c'était extrêmement difficile. Donc juste savoir si tu as un avis, toi, ou pas du tout. Et voilà, c'était ma question. Ouais, j'avoue que c'est un mystère. Honnêtement, c'est un peu un mystère pour moi. Même si je suis une femme, donc je devrais être la mieux placée. Et je vais essayer de te répondre le plus franchement possible. Lorsque tout à l'heure je parlais de la femme dans le monde entrepreneurial, je faisais vraiment le distinguo avec le digital parce qu'aujourd'hui, tous les grands titres des magazines sur l'entrepreneuriat, c'est la place de la femme dans le digital. Et ça, moi, à chaque fois que je vois ça, je suis scandalisée. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire une nana qui fait du web ou une nana qui a monté une boîte dans le digital. Pourquoi est-ce qu'on fait le distinguo? Oui, la place de la femme dans l'entrepreneuriat, effectivement, je trouve qu'il y a vraiment un accent à mettre sur ce sujet-là, mais pas dans le digital. Et honnêtement, j'ai
pas vraiment de conseils à te donner parce que tous les conseils qui me viendraient, même moi alors que je suis une femme, c'est des conseils un peu édulcorés et qui sont très mauvais. En fait, le vrai distinguo, en tout cas la vraie plus-value quand moi par exemple, moi j'avais un problème parce qu'on n'était que 2 nanas et quand je postais une annonce, je touchais énormément les nanas. Mais j'avais envie de recruter un homme parce que la parité pour moi c'est quelque chose d'ultra important et de fédérateur. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que j'ai peut-être un langage qui touche plus les femmes, je sais pas, mais c'est surtout mon engagement qui touche beaucoup les femmes. Et aujourd'hui, je pense que quand tu dis, mais pas front crash, c'est pas le mot, mais de but en blanc, directement dans ton annonce, chez nous, la parité, c'est important, et en tout cas le dire comme ça, mais être vraiment de but en blanc et être hyper transparent sur le sujet, je pense que tu dis à la majorité des personnes, que ce soit hommes ou femmes, vous pouvez lire mon annonce. L'IT, c'est pas réservé qu'aux hommes, le digital, c'est pas réservé qu'aux hommes, la place de la femme dans le digital, ça veut rien dire, tout le monde est capable de le faire. Après, voilà. Je pense qu'il faut vraiment être sincère dans son recrutement aussi et dire, chez nous, la parité, c'est important. Rien que cette phrase-là, les femmes liront plus ton annonce. Donc, je pense qu'il faut vraiment être transparent. Il faut arrêter de faire des catégories en permanence sur l'homme, la femme. Moi, ça me fatigue. Mais par contre, je pense qu'il y a des corps de métier dont les femmes sont plus sensibles, etc. Potentiellement, tu vois, je dis potentiellement encore parce que j'en suis même pas sûre, mais le distinguo, je trouve, crée aussi une barrière en permanence. Donc être très franc sur chez moi la parité c'est essentiel. Je pense que beaucoup de femmes liront aussi ton annonce. Voilà, mais c'est pas une super réponse, mais parce qu'en fait j'ai pas de grandes idées là-dessus. Bon, tout d'abord, je suis nouveau dans le domaine des startups, donc je voudrais plutôt amener un regard de chef d'entreprise uniquement. D'abord, je trouve les... Pardon, ici. Ça va ça va. Les 2 startups, je trouve l'idée absolument géniale. Ce que je trouve de fantastique, c'est qu'elles ont, pour les 2, un vrai caractère humain, que ce soit dans la première ou dans la seconde. Elles peuvent être en effet complémentaires. Par contre, mener de front les 2 à 3, là j'ai plus qu'un doute. Je comprends. Donc en termes de stratégie, je dirais un peu où en abandonner une, ce que je trouve dommage, mais plutôt se concentrer d'urgence sur le recrutement. Alors après, homme ou femme, j'ai envie de dire, pour moi, égalité. Donc voilà, on peut aussi trouver des hommes qui ont une certaine sensibilité et l'inverse. Mais je pense que ta priorité, c'est impérativement le recrutement, au risque peut-être de faire exploser la machine. Oui, parce que c'est le témoignage de beaucoup de startups qui passent de 0 à 20 collaborateurs en un an parce qu'ils ont fait une levée d'1 million d'euros. Le recrutement aujourd'hui et trouver des personnages, des personnalités dans son entreprise, c'est juste clé et c'est aussi le plus dangereux. Et du coup, tu as entièrement raison et c'est vraiment les questions que je me pose aujourd'hui, les vraies questions, parce que je trouve qu'aussi, enfin, moi je suis très franche, hein, donc je vais y aller à fond. Dans le monde de la startup aujourd'hui, le CEO de startup, ce qui est mon cas aujourd'hui, même le personnage est fantasmé, on n'a pas les réponses à tout. Et pour moi, la première année, c'est une année de test en fait. C'est une année de test. Donc là, je suis en train de te parler avec un recul parce que j'ai déjà monté une première boîte. Là, c'est ma deuxième entreprise. Donc j'ai certains mécanismes qui commencent à naître et qui sont actuels. Mais par contre, la vérité, c'est que je cherche encore... Alors le business model, je commence à le trouver, mais je cherche vraiment l'orientation et la vraie vision de mon entreprise. Et je trouve que tu la crées pas à pas. Et là où tu as raison, c'est que je commence à éclaircir des choses sur, OK, j'ai le copiétonnage qui commence à décoller commercialement. J'ai envie de sortir un produit B2C qui est du copiétonnage, mais pour le grand public, donc c'est pas du tout la même manière de faire, ni la même manière de communiquer. Bah, du coup, c'est comment est-ce que je vais me décharger quelque part tout en restant maître du jeu, en fait. Par exemple, sur le produit B2C, C2C, l'idée, c'est en ce moment, je suis en train de dealer avec un grand transporteur français. Donc, ils vont m'amener l'argent. Il faut qu'il m'amène les ressources et c'est le deal. Et moi, je vais être le pilote créatif qui amène l'idée, aussi la vision et la sensibilité marché, parce que j'ai déjà expérimenté sur une autre cible, mais je commence à avoir certains mécanismes, même si c'est pas les mêmes, je commence à avoir une petite expertise. Et du coup, c'est comment demain, je vais pouvoir rester maître de tous mes projets internes, donc sociétaux, et comment est-ce que je vais m'adosser à des grands groupes ultra structurés, avec beaucoup de ressources qui vont pouvoir m'accompagner et honnêtement me décharger aussi.
Voilà, pour l'instant, c'est la stratégie que j'ai mise en place. Je ne te dis pas que dans 6 mois, elle aura changé. C'est ma première année et c'est le moment de l'expérimenter, de la trouver. Il ne faut pas se brûler les ailes, donc il faut être prudent. Pas faire les choses gratuitement, du coup. Enfin, là, je ne pourrais pas faire les choses gratuitement, même si l'expérimentation gratuite est intéressante aussi. Mais ce n'est pas mon business model et ce n'est pas possible. Mais en ce moment, j'expérimente pour trouver la stratégie et pour commencer l'année 2018 avec des produits ou un produit hyper cadré, centré, avec une vraie cible hyper claire, quoi. Voilà. Bonjour. Donc, je suis Diria Tandiaï, je suis la créatrice de l'application Appel. Bonjour, vous allez bien? Ben, ça va, et vous? Oui. Donc, en tant que créatrice de cette application, vous doutez bien que l'application Enzoé pose beaucoup de questions aux personnes qui, comme moi, sont engagées dans la lutte contre les violences. Bien sûr. Donc, moi, je trouve que l'enfer est pavé de bonnes intentions et c'est Enzoé, pour moi, c'est vraiment la fausse bonne idée par excellence. D'accord. Et je ne sais pas, je ne pense pas être la première à vous le dire. Ça m'étonnerait parce que je pense que quand on est ne serait-ce que sensible à la cause et qu'on connaît le principe de votre application, on se dit que c'est l'application parfaite pour les agresseurs, en fait. Parce qu'un agresseur, concrètement, moi, je suis quelqu'un de mauvaise volonté. De malveillant, je télécharge votre appli, j'ai une info en fait sur un lieu où se trouve une personne qui est en difficulté, avec qui je peux communiquer. Et je trouve ça un peu compliqué. Je trouve que l'idée de créer une communauté qui peut soutenir les victimes d'agression, c'est une très bonne chose, mais c'est pas parce qu'on a envie de faire avancer cette cause qu'on peut se permettre de créer une application qui est dangereuse. Parce qu'elle est vraiment dangereuse, votre application, je trouve. Alors, vous avez entièrement raison. Et là, je trouve que vous n'avez pas raison sur le fait qu'elle soit dangereuse, mais sur le questionnement, parce que je l'ai eu beaucoup. Aujourd'hui, ce qui est géolocalisé, c'est l'alerte. C'est pas la personne. Et aujourd'hui, Enzoé dit déclencher une alerte après coup. C'est-à-dire qu'on va pas déclencher une alerte, en tout cas témoigner sur le moment, parce qu'effectivement, on n'a pas envie de sortir son portable. Par contre, on a envie de témoigner de ce qui s'est passé. Et du coup, c'est pas sur le lieu forcément où on est, nous, géolocalisé physiquement, mais c'est le lieu de l'agression qu'il faut géolocaliser. Si c'est ça le problème. Alors, c'est pas ce que vous dites aux Street Angels, en fait. Parce que dans les conseils donnés aux Street Angels, on leur propose de rejoindre la victime sur le lieu d'agression. Non, donc même si vous leur proposez... Non, vous avez mal lu. Mais bon, on n'est pas là pour faire un débat. Enfin, l'idée, c'est pas ça. On pourra en discuter toutes les deux, si vous voulez. Oui, avec plaisir. Mais vraiment, je pense que quand on connaît quand on voit votre façon de communiquer, vous communiquez comme une entrepreneuse sur une question qui, pour moi, n'est pas... la lutte contre les violences, c'est quelque chose de sérieux. Et vous ne pouvez pas communiquer comme si vous vendiez des chips, en fait. Et vous ne pouvez pas dire première application contre les violences sexuelles et sexistes, parce que c'est très grave de dire ça comme ça. Il y a des personnes qui vous écoutent, qui vous entendent, et de dire que votre application ne protège pas des agressions sexistes et ne protège pas des agressions sexuelles. Donc les mots sont très importants. Donc je pense qu'il faut aussi revoir votre communication. Sûrement, vous avez sûrement raison. On fait tous des erreurs et on est là pour en parler et se remettre en question. Oui, mais là, ce sont des erreurs graves. Donc, alors, lutter contre les agressions sexistes, c'est en parler. C'est dire où est-ce que ça se passe, comment ça se passe. Parce qu'aujourd'hui, ça a été les agressions sexistes et sexuelles dans le quotidien des femmes, que ce soit dans l'espace public ou dans les transports, ont été ultra banalisées parce que c'était quotidien. Et du coup, c'est l'idée de lutter contre, c'est aussi de libérer la parole et lever l'omerta sur ce phénomène-là. Et c'est en parler, dire où est-ce que ça se passe, à quelle heure, comment ça se passe, et qu'est-ce qui s'est passé. Ça, en fait. Je pense qu'il faut le dire aussi simplement. Mais c'est ce que je dis à chaque fois. Moi, je dis lutter contre les agressions sexistes, à chaque fois je communique dessus, c'est lever l'omerta, en parler, un exutoire, créer un système de citoyenneté, et qu'enfin, que ça soit des hommes ou des femmes, se fédèrent autour des victimes et dire ok, ça se passe tous les jours, je comprends mieux, et ça sensibilise aussi beaucoup de personnes qui sont inscrites sur l'application, qui ne se rendaient pas forcément compte, mais vu les agressions qui sont déclarées, témoignées par les femmes quotidiennement, on se dit ok, ça existe vraiment et c'est quotidien dans la vie des femmes. Et ça permet à des femmes de libérer la parole, d'en parler et dire exactement où est-ce que ça se passe, quand ça se passe, comment ça se passe. Et pour moi, c'est la forme de lutte contre les agressions sexistes et sexuelles dans l'espace public et dans les transports que je propose. Mais je pense que là aussi, vous révélez un sujet qui est hyper important sur un questionnement qui est le mien en ce moment. Effectivement, Enzoé n'est pas une association aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'en tant qu'entrepreneuse,
j'ai pas le droit de créer une application qui a un but complètement social et philanthropique. Parce que la question, et en tout cas le sujet sur lequel vous êtes en train de rebondir et qui est hyper intéressant, c'est j'ai reçu beaucoup de mails, que ça soit des utilisatrices de Handsaway, d'autres personnes aussi, etc., en me disant « Oui, mais vous n'êtes pas une association, vous faites de l'argent sur le dos des victimes. » Alors que j'essaye de répéter et de marteler en permanence « Je suis entrepreneuse, je suis start-upeuse, j'ai été victime de nombreuses fois d'agressions sexistes et sexuelles, j'ai fait plein de réunions avec des femmes, des hommes pour témoigner, pour réfléchir au sujet, etc. Et que j'ai monté cette application-là parce que pour moi, elle correspondait potentiellement à un besoin. Et c'est mon cri de colère de femme, et c'est ma vocation sociale et philanthropique, sur lequel je ne me ferai jamais d'argent, c'est uniquement pour aider. Et effectivement, sur la question de vous pouvez être un moyen pour les agresseurs de repérer les victimes, etc., c'est un vrai questionnement qui a eu de base, et c'est pour ça que tout ce qui est géolocalisé, c'est l'alerte, et l'alerte, elle est générée après une agression sexiste. Et je n'ai jamais dit, et si vous lisez bien l'application, je dis Street Angel, ne vous déplacez pas sur place, je préfère, en tout cas, la vocation d'Handsaway, c'est dialoguer d'une façon digitale, apporter du soutien, montrer que vous êtes là, que vous êtes concerné par cette cause-là. Après, si je communique mal, vous avez raison de me le dire, c'est des choses à étudier. Mais voilà. En tout cas, je suis start-upeuse, mais j'ai aussi une vision sociale et philanthropique que j'ai envie de porter, même si je ne suis pas une association. Bon, je suis désolé d'intervenir dans cette conversation passionnée et hyper très intéressante. intéressant. Je suis d'accord. Je suis juste le gardien du temps. Je me permets du coup d'intervenir. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Merci à tous.